tous les mois, depuis décembre 2019, nous avons droit à une scène inquiétante. Right now we are looking at a live view of Falcon 9 on our pad Space Launch Complex 40 or Slick 40 in Cape Canaveral, Florida. Falcon 9 rolled out to the pad with the Starlink payload and went vertical early this morning. The stack of 60 satellites is safely enclosed inside of the 17-foot diameter payload fairing, which is the plated enclosure on the very top of the rocket. And we've got a nice view of the satellites stacked up right there. These are flat satellites, so you can see that there on your screen. Non. 9, 8, 7, faites quelque chose. Lancez un truc, lance un truc. Ah non. And we've just had a nominal liftoff of our Falcon 9 vehicle, carrying our Starlink payload on its way to its targeted orbit. Vehicle is experiencing maximum aerodynamic pressure. We've just heard that call out from Max Q. Stage separation confirmed. Ce gars, fait pas d'astronomie, c'est une merde. Il fait du pognon. Yes. Putain, mais That's that 67 Je me mets à la couture, je me mets à la couture. Salut les astros, hop 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 hop, c'est peut-être pas la peine de commettre l'irréparable. Aujourd'hui, je vous propose justement de parler de ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux actuellement, particulièrement sur Facebook. Je vous propose de parler de Starlink. Et je vous propose de réfléchir un petit peu à tête froide. Qu'est-ce que c'est que cette constellation Starlink et quels vont être les impacts sur l'astronomie amateur et même professionnelle sur les années à venir. Alors effectivement, 12 000 satellites en orbite, c'est un nombre extrêmement conséquent, surtout qu'il n'y a peut-être pas que Starlink qui sera mis en orbite dans les années à venir. Mais néanmoins, j'aimerais essayer de vous donner un peu un certain nombre d'éléments pour comprendre quel sera l'impact vraiment pratico-pratique sur l'astronomie. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. quoi? Il va vraiment le faire? Sans déconner. Alors donc déjà la première chose à regarder, c'est un peu qu'est-ce que c'est que Starlink. Starlink, c'est un projet donc de Elon Musk, le PDG de SpaceX, d'une constellation de satellites de télécommunications en orbite basse, dont l'objectif est de permettre des liaisons internet à très haut débit et à faible temps de latence entre les différents continents du globe. Jusqu'à présent, on avait réellement deux possibilités pour les télécommunications finalement, on va dire transatlantiques, ou en tout cas les communications internationales. Soit vous passez par des fibres optiques sous-marines, mais à un moment donné, la bande passante sur ces fibres optiques, elle est forcément limitée. Soit vous passez par des satellites de télécommunications géostationnaires, et donc si vous avez la Terre ici qui fait 12 000 km de diamètre, et vous allez envoyer votre signal par exemple des États-Unis à un satellite géostationnaire à 36 000 km d'altitude qui va ensuite le renvoyer en Europe. Donc le temps d'aller-retour va être assez long, il va faire plus de 76 000 km donc à parcourir. Donc là on est de l'ordre de 1/4 de seconde, puisque la vitesse de la lumière est à 300 000 km par seconde. Et donc forcément vous avez un temps, si vous faites 1/4 de seconde, si vous faites un aller-retour pour un ping, vous êtes à 1/2 seconde de temps de latence entre les deux continents. Le projet de Starlink, ça consiste à avoir plein de satellites en orbite basse, entre 350 km à peu près, et 335 km pour les plus bas, et 1200 km d'altitude, donc on est quand même pas très haut en proportion par rapport à la taille d'un globe terrestre. Et là, à ce moment-là, en fait, ces satellites sont sur plusieurs plans d'orbite, un peu à la queue leu-leu, et on va essayer de faire des bonds de satellite en satellite pour arriver sur des bases au sol au plus proche finalement du point de destination. Donc si par exemple vous voulez faire une communication de la France jusqu'à Los Angeles, vous n'allez pas vous arrêter à New York et puis ensuite passer en terrestre pour aller à Los Angeles, mais vous allez continuer de faire des bonds de satellite pour arriver sur Los Angeles, par exemple.
Donc là-dessus, le projet d'Elon Musk, c'est d'envoyer des satellites sur 8 plans d'orbite différents qui ont chacun 5 antennes de communication pour pouvoir communiquer sur le satellite qui est devant lui, le satellite qui est derrière lui, des satellites sur les orbites à droite et à gauche, et en même temps pour pouvoir passer carrément sur un autre plan d'orbite. Voilà, et certains plans d'orbite seront destinés à des communications est-ouest, d'autres plus des communications nord-sud. Certains plans seront calculés également si vous voulez faire une communication par exemple entre la Suède et voilà, par exemple, et le Québec, et bien là, à ce moment-là, vous allez passer carrément par le Groenland. Donc c'est exactement ce que font les avions, hein, bien évidemment. Ils gardent pas la ligne de latitude en fait quand ils vont se déplacer, mais ils vont passer sur le chemin le plus court. Donc le principe de la constellation d'Elon Musk, c'est celui-là. Donc typiquement, ce sont des satellites qui vont peser donc de l'ordre de 227 kg, ça fait 500 livres à peu près, et ils sont envoyés par 60, ils sont propulsés par des sondes à effet, par des propulseurs à effet Hall qui éjectent du krypton, donc ce sont des propulseurs électriques. Ils sont peu manœuvrants, mais à côté de ça, ils ont une très grande durée de vie. Un des intérêts quand même de ces satellites en orbite basse, c'est qu'ils peuvent être désorbités assez facilement, puisqu'on est proche de l'atmosphère et donc on va commencer à avoir des frottements atmosphériques assez facilement. Alors que les satellites géostationnaires en réalité sont mis sur des orbites de garage mais ne sont jamais désorbités. Donc voilà, donc on a plusieurs plans d'orbite un petit peu pour comprendre. Ceux qui vont nous intéresser particulièrement pour la France par exemple, ça va être les 1, 2 et 7 et 8. Donc ils ont une inclinaison en fait orbitale, si vous voulez, qui va faire qu'ils vont ensuite passer à une asymptote. Donc si vous avez une inclinaison à 53 degrés, vous allez terminer au-dessus de Londres et au-dessus voilà, des Pays-Bas, d'Amsterdam, puis ensuite vous allez redescendre. Donc vous allez avoir un plan comme ça, et donc la Terre va tourner pendant que les satellites, eux, vont être sur leur plan. Et vous avez X plans comme ça, de façon à couvrir la totalité de la Terre à un moment donné. Donc par exemple, si on prend le premier plan orbital, vous avez 72 plans d'orbite avec 22 satellites par plan d'orbite. Et vous allez avoir une intervalle entre deux satellites qui va être de l'ordre de 4 minutes si on considère qu'ils font un tour en 1h30. C'est pas tout à fait exact, 1h30 c'est la durée pour l'ISS à 400 km d'altitude, là on est à 550 km d'altitude, donc c'est un tout petit peu plus long que ça. Mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée un peu de la succession. Ensuite, bon, bah, vous en avez encore d'autres layers, donc je vous ai affiché à l'écran hein, tous les trucs. Typiquement, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de comprendre justement quand est-ce qu'on va les voir, quand est-ce qu'on ne va pas les voir. Donc typiquement, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, il va y avoir un impact saisonnier par rapport à leur observabilité. Si vous êtes par exemple en hiver, que vous avez les rayons du soleil qui arrivent comme ça, et que vous retrouvez eh bien, de nuit comme ça, et bien là vous allez vous apercevoir que vos satellites qui seront à peu près à 1 millier de kilomètres d'altitude, ils seront complètement dans l'ombre de la Terre, que ce soit finalement au moment du coucher du soleil et que ce soit pendant la nuit jusqu'au lever du soleil quasiment. Donc en fait vos satellites ne seront réellement illuminés qu'à peu près 2-3 heures le soir et 2-3 heures au matin. Si vous vous retrouvez par contre au moment de l'équinoxe, là à ce moment-là, forcément vous allez avoir des rayons rasants de soleil comme ça, donc ils vont s'illuminer un petit peu plus tôt. Et si par contre vous êtes en été, et bien là ce qui va se passer, c'est que des rayons rasants, même passant quasiment au niveau du pôle, vont faire que certains, les plus hauts en fait, seront encore illuminés en plein milieu de la nuit. Donc là-dessus, je vous propose de nous appuyer sur une excellente étude qui s'appelle The Low Earth Orbit Satellite Population and Impact of the SpaceX Starlink Constellation. Donc c'est une étude qui vient d'être publiée par Jonathan C. McDowell. Donc ça fait 18 pages, c'est assez passionnant. Alors qu'est-ce qu'il nous explique? Alors il nous reprend les plans d'orbite dont on a parlé. L'objectif, c'est une couverture, je vous l'affiche à l'écran, une couverture pseudo-aléatoire, on va dire, de la totalité de la surface du globe, avec une zone quand même assez majoritaire située entre 40 et 50, 30 et 50 degrés de latitude nord, qui correspond finalement aux zones tempérées, donc qui correspond aux zones où il y a le plus de population. Ça couvre
bien évidemment les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Europe bien évidemment, mais aussi le Japon, la Corée, la Chine. Et dans le sens inverse, l'hémisphère sud, eh bien, on va avoir la zone sud de l'Australie, on va avoir aussi le Chili et l'Argentine, et aussi un petit peu l'Afrique du Sud. Voilà. Donc là-dessus, il a calculé que sur un concept strictement géométrique, c'est-à-dire la totalité de la demi-sphère visible depuis un point donné sur la Terre, il a calculé le nombre de satellites que l'on peut avoir, donc c'est la figure numéro 5 du document, et on peut avoir, quand on habite sur ces orbites-là, enfin sur ces latitudes-là, on peut avoir jusqu'à 600 satellites au-dessus de l'horizon à un instant T donné. C'est quand même assez colossal, mais ça inclut également les satellites qui sont simplement à 1 degré de hauteur. Donc là, bien évidemment, le chiffre est surestimé par rapport au nombre de satellites qui vont réellement avoir un impact sur nous. Quand on est par contre au niveau de l'équateur, là, à ce moment-là, c'est plutôt 400 satellites au-dessus de l'horizon à ce moment-là. Là-dessus, bon, typiquement, ce qui va nous intéresser, ça va être le facteur saisonnier dont on a parlé également. Donc il s'est intéressé par exemple à la ville de Londres. Et en fonction, donc si vous êtes en été par exemple, vous allez avoir au-dessus alors le nombre de satellites illuminés au-dessus de 30 degrés de hauteur apparente en été, ça va être à peu près 150 pour la totalité pour une ville comme Londres. Donc on n'est pas à 600, on est à 150 en été, et avec une tout petit fléchissement, donc si vous êtes en été, puisque comme nous l'avons dit, le globe terrestre est incliné de 23 degrés vers le soleil. En revanche, en hiver, si vous reprenez toujours la ville de Londres, là, à ce moment-là, vous allez avoir au tout début de la nuit, effectivement, 150 satellites potentiellement illuminés, bien sûr, et le nombre va s'écrouler au fur et à mesure de la nuit jusqu'à tomber carrément à 0 satellites illuminés pendant la nuit. Et ensuite, ça va remonter au petit matin. Alors ensuite, il a fait l'étude à 46 degrés de latitude, donc à Dunedin, 46 degrés de latitude sud. Là, à ce moment-là, on peut voir effectivement qu'il y a une inflexion un peu plus importante en été, où on est plutôt de l'ordre de 70 satellites visibles au milieu de la nuit. Et par contre, donc ça c'est en été, et en hiver, par contre, on a toujours une inflexion totale avec 0 satellite visible. Il a refait l'étude au Cerro Tololo, donc ça on est au Chili à 30 degrés de latitude sud, et là à ce moment-là en été on n'a que 20 satellites illuminés pendant la nuit. Et en hiver par contre on a toujours une grande tranche où on en a 0. Donc en fonction de votre latitude, le nombre de satellites illuminés au milieu de la nuit ne sera pas le même. Donc ça fait partie vraiment des points à considérer. Bien évidemment, voilà, ça dépend aussi de la hauteur des satellites, hein, bien sûr. Par exemple, il y avait le train du Starlink 6 que j'ai essayé d'observer hier soir, ils étaient à 13 degrés de hauteur. J'ai pas réussi à les voir de chez moi, alors que la veille, ils étaient plutôt à 25 degrés ou 30 degrés de hauteur. Et j'ai réussi à les voir de chez moi. Donc là, ça a aussi un impact. C'est pas parce qu'on a compté 30 degrés de hauteur de se dire, bah ça y est, en dessous, ils cherchent à ne pas les compter. C'est qu'en dessous, on va commencer aussi à ne plus trop les voir. Il a fait quand même une petite étude donc sur les satellites déjà envoyés pour essayer de regarder la magnitude apparente de ces satellites. La grande majorité sont entre les magnitudes 5,5 et 6. Donc ça, c'est la figure 14 de son document. Ça signifie que là on est sur des satellites quasiment pas observables à l'œil nu, par contre qui pourraient être captés par un capteur d'appareil photo ou visibles à travers un télescope. Et finalement les satellites de magnitude 3, magnitude 4, magnitude 4,5, bah, il n'y en a pas tant que ça finalement qui sont visibles. Donc ça c'est quand même pour nous rassurer également, on va voir des satellites, mais en même temps tous ne seront pas non plus monstrueusement gênants. Alors maintenant, je vous propose de continuer à essayer de comprendre un petit peu tout ce phénomène-là. Déjà, les photos que vous pouvez voir sur Internet, il ne faut pas non plus complètement s'en alarmer. Pourquoi? Parce que les satellites qui vous montrent les photos qui vous montrent des énormes peignes,
elles ne sont pas tout à fait réalistes. Déjà, les satellites seront des points, ne seront pas des traits. Les traits, c'est le cas si vous faites une pose longue avec un appareil photo, première chose. Deuxième chose, ils seront extrêmement rapprochés. Ils sont extrêmement rapprochés, en fait, ces satellites. S'ils viennent d'être lancés, ensuite après ça, après un lancement en fait, ils sont en train de se répartir tout le long de l'orbite et en conséquence, et bien évidemment, ils sont plus espacés les uns des autres. Et avec la rotation de la Terre, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la Terre qui est donc en train de tourner et vous avez votre plan de satellite qui est par-dessus, et entre le premier et le deuxième, la Terre a un tout petit peu tourné. On l'a dit, ils seront distants d'à peu près 4 minutes. Et bien 4 minutes, c'est déjà une part de rotation de la Terre qui est significative, ce qui veut dire que la probabilité que deux satellites passent strictement exactement au même endroit, devant la même nébuleuse, mais réellement les mêmes pixels de votre capteur, en fait, elle est extrêmement faible. Donc ça, c'est quand même quelque chose à noter. En revanche, si vous arrivez à l'asymptote de l'orbite, là, ils vont tous passer réellement dans le même corridor. Donc, moi, j'habite à 50 degrés de latitude nord. Vous avez, il me semble, un plan qui est à peu près à... Alors, vous avez 48, 53, 53, 53, 8. Voilà, admettons que j'habite à 53 degrés de latitude nord. Eh bien, vous allez avoir tous les satellites qui vont faire l'asymptote, voilà, le maximum finalement de leur sinusoïde, si on prend une projection sur une planisphère. Et donc là, à ce moment-là, vous allez avoir en fait un corridor comme ça, où à peu près tous les satellites qui passent devant moi vont passer. Et puis il y en a qui vont passer plus bas, bien évidemment. Donc il peut y avoir des zones un petit peu plus gênantes. Donc là-dessus, je peux vous montrer deux choses pour illustrer ce phénomène. La première chose, c'est le timelapse de Joel Zimmerman. Il a fait ça avec une caméra GoPro cette semaine. Et vous pouvez voir que c'était un lancement qui était assez récent, et vous pouvez voir qu'il y a ce phénomène de décalage. Donc c'est assez évident maintenant. La deuxième chose, c'est le logiciel Previsat de Fabrice Dupré, qui nous permet aussi de faire ce genre de simulation. Et on voit bien que les satellites, même si voilà, il y a plusieurs groupes de satellites déjà qui sont en orbite. Donc je le remercie pour m'avoir fait cette simulation, et on peut voir qu'ils sont vraiment chacun sur chaque plan sera sur un corridor un petit peu donné. Voilà, et puis après ça, vous allez avoir bien évidemment Stellarium et Heaven-Obos. Donc si vous voulez voir des satellites Starlink, vous pouvez les voir comme ça. Si vous voulez voir ce qu'on appelle les trains de satellites, c'est-à-dire juste après un lancement, eh bien il faut se baser juste après un lancement, et il se trouve que la majorité, en fait, quand ils partent du Cap Kennedy Space Center, ils partent vers l'Europe. Donc ils sont en fait très très vite. Pour la majorité d'entre eux, et la majorité de ces décollages, ils seront visibles directement en Europe juste après le lancement. En revanche, s'ils partent de Vandenberg pour des orbites polaires, là ce sera donc pour les layers qui vont beaucoup plus haut en latitude, et bien là, bien évidemment, ils passeront pas forcément strictement au-dessus de l'Europe juste après les lancements. Donc voilà, ça c'est pour répondre aussi à la question de savoir si vous voulez les observer. Alors, j'ai une petite chose également à ajouter, c'est qu'à la fin et à la mise au rebut des premiers satellites de la constellation donc Iridium, qui étaient des satellites de télécommunication qui avaient 3 antennes avec un angle assez précis, eh bien, il se trouvait que ça nous faisait des reflets de la lumière du soleil sur ces antennes, et ça nous donnait ce qu'on appelait les flash Iridium. Et il y avait pas mal de personnes, ou Iridium Flare en anglais, il y avait pas mal de personnes qui aimaient bien observer ce genre de choses. Ça pouvait aller jusqu'à la magnitude 8 quand même, moins 8 pardon, donc c'est quand même très très lumineux, voire même visible en journée. J'ai déjà fait le cas, une fois le soleil était encore un petit peu au-dessus au ras de l'horizon vraiment, et vu un flash Iridium qui était assez impressionnant. Donc là-dessus, il semblerait que les Starlink puissent nous faire des flashs Iridium, des flashs. Également, pour le moment, on n'a pas encore de prévision informatique de ça viendra peut-être avec le temps. Mais donc, pour ceux qui aiment observer les satellites, il y a toutes ces possibilités-là, et on mettra un message ou dans la description, voilà, on renseignera au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à aller consulter cette zone-là, si vous êtes intéressé par ce genre d'observation. Alors par contre, si vous observez au télescope, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir simplement un point brillant qui va passer devant la cible que vous êtes en train d'observer à une vitesse quand même assez rapide. Là on est de l'ordre voilà, des passages de l'ISS, donc ça parcourt la voûte céleste de part en part en l'espace de 8 minutes à peu près, donc ça va être un point qui va passer. Si vous avez un flash, ce sera extrêmement lumineux effectivement.
Pour autant, ça ne veut pas dire que ce sera dangereux d'observer les satellites de Starlink à travers un télescope. Par contre, ils sont très petits, donc n'espérez pas y voir un diamètre apparent. Il faut vraiment avoir des setups particuliers avec de la prise d'image très longue focale pour y voir quelque chose. Thierry Legault avait fait ça il y a quelques jours. Donc voilà, les impactants visuels, je pense qu'on les a vus sous un excellent ciel où là vous avez vraiment l'œil qui est capable d'aller toucher la magnitude de 5, 5,5, 6. Vous allez quand même voir pas mal de trains passer. Mais bon, c'est déjà le cas aujourd'hui avec les avions et avec les satellites qui sont déjà en orbite. On en aura beaucoup plus pour autant. Voilà. Ensuite, il y a quand même une chose importante à donner. Maintenant, on va parler de l'astrophotographie. L'astrophotographie, là, il y aura déjà plus de choses. Donc, si vous êtes en train de photographier une nébuleuse, comme c'était le cas pour moi, avec la nébuleuse de la tête de singe de la constellation d'Orion, ben, j'ai eu 10 satellites Starlink qui sont passés en l'espace de 2 minutes et demie. Donc, 2 minutes et demie pour 10 satellites. Vous voyez qu'on n'est pas sur un intervalle de 1 satellite toutes les 4 minutes. On est en fait sur une grappe, c'était la Starlink 5, qui venait d'être lancée quelques jours avant, et les satellites étaient encore en train de s'espacer les uns les autres. Donc là aussi, ne crions pas au loup quand on voit cet énorme peigne qui passe, on est sur une grappe qui vient de passer. Donc le champ de mon Sony A7S sur le photostroke est quand même assez large, c'est pour ça que j'en ai eu 10. Il y en aura moins, on va dire, à l'avenir. En revanche, si vous faites des pauses longues de 5, 10 minutes, voire 20 minutes, là, à ce moment-là, vous avez toute chance d'en avoir quand même un peu plus qui vont passer. Vous avez un impact aussi selon la focale. Donc si on considère simplement juste une ligne droite sur le capteur, puisqu'on considère que tous les satellites vont passer comme ça, on ne va pas prendre simplement la surface pour une single shot, on va prendre vraiment la droite par lesquelles les satellites vont passer sur une longue pause. Si je compare mon Sony A7S sur le Photostroke 200 avec par exemple mon Samyang 14 que vous avez vu dans pas mal d'épisodes déjà maintenant, eh bien vous avez 57 fois plus de chances d'avoir des satellites sur le Samyang 14 que sur le Photostroke 200-800. C'est 800 mm divisé par 14 tout simplement. Donc là aussi, il va y avoir un vrai impact pour ceux qui veulent photographier la Voie lactée, qui veulent photographier les constellations. Vous aurez un nombre de satellites important sur votre photo, une probabilité importante d'en avoir. Par contre, si vous photographiez avec une focale plus longue, et encore 800 c'est assez court finalement, enfin qu'il y en a qui sont avec des 500 mais généralement avec des APS-C, ça fait le même champ finalement, mais après il y en a certains qui vont travailler à 1000, de 1200, 2000 de focale, voire avec des plus petits capteurs, la probabilité est d'autant plus faible finalement d'avoir des passages de satellites sur vos photos. Donc ça c'est l'impact proprement dit. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des solutions et je vais maintenant vous partager quelques pistes de réflexion pour essayer de limiter l'impact de ces Starlink sur l'astrophotographie. Alors la première chose déjà, c'est l'amélioration des logiciels de traitement. Par rapport à un logiciel Iris qui est sorti il y a quand même plus de 10 ans maintenant, aujourd'hui un logiciel comme Cyril qui est gratuit ou PixInsight qui est payant, vous savez que j'utilise plutôt PixInsight, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle de la réjection, c'est-à-dire qu'on va comparer les dizaines, vingtaines, centaines de photos d'une séance de pause, et si on voit quelque chose qui est transitoire sur une seule des 40 ou 100 photos, et bien à ce moment-là, on va ignorer cette information. Donc un passage de satellite, là je vous remontre la photo où j'avais mes 10 Starlink sur 5 photos sur une séance sur la nébuleuse donc de la tête de singe. Si maintenant je vous mets les 100 photos avec un algorithme de réjection, à ce moment-là vous ne les voyez absolument plus. Ce phénomène-là, en fait, on le connaissait déjà avec les satellites géostationnaires. Et qui plus est, les satellites géostationnaires sont très très proches en hauteur les uns des autres, et je peux vous montrer une animation sur la nébuleuse de la tête de sorcière de la constellation de l'Éridan. On est juste à côté de l'étoile Rigel de la constellation d'Orion, et là, à ce moment-là, vous avez tous les satellites géostationnaires qui passent devant. En fait, ils sont fixes, et puis nous, on est en train de suivre le ciel qui tourne en apparence devant nous, et forcément, on balaye finalement toute la zone où il y a les géostationnaires. Donc sur une séance de 108 photos, vous pouvez voir que j'ai eu quand même pas mal de géostationnaires qui sont passés. On a une nébuleuse qui est extrêmement peu lumineuse, elle est de magnitude 10 et elle est extrêmement étendue. Mais quand on fait l'empilement avec la réjection, là à ce moment-là, on peut s'apercevoir que les satellites n'ont absolument plus aucun impact sur la photo finale. Donc
Le traitement de réjection, donc c'est le Window Reset Sigma Clipping que vous pouvez trouver dans certains logiciels, et bien ça marche de façon très très efficace. Et même pour un passage d'avion avec des flashs de ces témoins en bout d'aile qui viennent même jusqu'à illuminer sa carlingue, et bien ça marche très bien également. Hein? Ensuite, la deuxième chose, c'est par contre les logiciels d'autoguidage. Donc on est beaucoup à faire de l'astrophotographie, à essayer de faire des poses un petit peu plus longues, donc à utiliser un logiciel d'autoguidage. Et là, par exemple, donc là j'ai une petite caméra d'autoguidage sur un diviseur optique. Et bien là, il y a une évolution logicielle à faire, par exemple, sur un logiciel comme PHD2. PHD2, c'est un logiciel donc, qui regarde une petite portion de ciel où il y a une étoile, et qui va essayer de suivre cette étoile-là en donnant des consignes de correction à la monture. Le problème qui se pose, c'est que déjà PH2, alors soit votre caméra est sur un diviseur optique, soit elle est sur une petite lunette parallèle mais de petit diamètre, 50, 80 mm de diamètre, et bien là à ce moment-là forcément vous avez un signal qui est faible. Donc PHD en fait va ajuster le gain de l'image en fonction de l'étoile la plus lumineuse qu'il y a sur le champ. Et si vous avez un satellite très lumineux qui passe par exemple de magnitude 3 ou de magnitude 4 comme nous l'avons dit, alors que vous êtes en train de suivre une étoile de magnitude 7, voire 8, voire 10, puisque j'arrive à suivre des étoiles de magnitude 10 avec cette caméra monochrome, et bien là, à ce moment-là, il va ajuster le gain et en fait, il va perdre l'étoile guide. Donc, la fonction de PHD, elle sert à s'ajuster en particulier si jamais on avait des nuages, mais là, il va falloir que PHD ait une évolution logicielle, lui ou ses concurrents, parce qu'il y en a d'autres, et il y en a plein qui sont gratuits, etc. Mais il va falloir une évolution logicielle de façon obligatoire, tout simplement parce que il va falloir essayer de détecter le passage de satellites et peut-être faire deux traitements en parallèle de l'image, l'une avec le gain nécessaire pour voir notre étoile guide, et l'autre pour s'ajuster parce qu'il y a une détection de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il va falloir essayer de travailler peut-être avec deux niveaux, et du coup essayer d'ignorer la présence d'un satellite ultra brillant qui passe dans le champ. Donc ça c'est une deuxième piste de réflexion. Pour moi, celle-là, c'est la plus importante et c'est vraiment la clé. Parce qu'une monture comme celle du Photostroke, elle est peu permissive en termes d'erreurs périodiques. Si vous avez une EQ6R Pro, c'est beaucoup plus facile. Si vous avez une astrophysique, comme pour le RC500 de 4 mètres de focale que j'ai essayé à l'Observatoire de Saint-Véran, là j'ai travaillé 2 heures d'affilée sur une cible avec le Sony A7S, sans autoguidage, il n'y avait strictement aucune dérive. Donc bien évidemment, meilleure est la monture, moins on a besoin d'autoguidage, si on travaille en particulier avec des poses courtes, mais vous voyez, là il y a quand même une clé qui est importante. Et tu dis L'autre clé ensuite, c'est des zones à éviter. Je pense donc qu'il va y avoir des phénomènes un peu de corridor où il va y avoir vraiment tous les satellites qui sont vraiment en asymptote de leurs orbites. Et donc là, il va peut-être falloir essayer de s'adapter à ça et peut-être ne pas cibler au zénith, mais cibler peut-être plus à l'est ou plus à l'ouest pour un objet qui pourrait tomber justement sur cette zone-là. Donc ça c'est un point, voilà, l'avenir nous le dira si vous voulez. Je pense quand même également que des logiciels qui pourraient faire de la prédiction des passages de satellites et nous donner finalement les meilleurs créneaux horaires dans la nuit pour photographier telle ou telle cible, là il y a des choses à imaginer. Il y a déjà des logiciels pour planifier des sessions d'astrophoto. Je vous renvoie à une très bonne vidéo qui a été faite par Laurent Oumar sur l'un d'entre eux, donc la chaîne 70900 Astronomie à la lunette, que je recommande. Et oui, non, il s'est pas pendu, je précise juste pour l'intro, et non, il n'est pas mort. Ah bah c'est beaucoup mieux comme ça, c'est très très bien, je suis très content. Hein, c'est pas la bonne chaîne? Ah bah oui, ah bah oui. Donc voilà, mais donc ces logiciels-là peut-être pourraient en venir à faire de la prédiction. Ensuite, il y a, je vois quand même un impact extrêmement inquiétant, c'est pour ceux qui font de la spectroscopie. Pourquoi? Parce qu'en spectroscopie, on va prendre une toute petite fenêtre
finalement, donc il y a vraiment une petite fente de portions de ciel, et ensuite on va la séparer via un prisme pour pouvoir la mettre sur un capteur et puis capturer les différentes longueurs d'onde. Mais forcément, le signal qui rentre est extrêmement faible. Donc conséquence, on fait des longs temps de pause. Si vous voulez travailler même avec un télescope de 500 mm de diamètre, si vous voulez faire de la spectro, vous devez travailler par pause de 40 minutes à peu près pour pouvoir avoir suffisamment de signal et identifier les raies. Donc la spectro, ça sert notamment à identifier si une étoile que l'on observe est seulement une étoile ou s'il n'y a pas une nébuleuse planétaire et que c'est pas en fait une naine blanche entourée d'une nébuleuse planétaire suite à la fin de sa vie. Enfin à la fin de la vie de l'étoile de la phase d'avant. Et donc il y en a pas mal qui sont, il y a tout un programme où des amateurs collaborent avec des professionnels pour essayer d'identifier justement et de cartographier des candidates potentielles, et on fait ça en spectro. Donc ça se fait, voilà, j'espère pouvoir vous faire une interview là-dessus la prochaine fois que je retournerai à Saint-Véran. Et donc là-dessus, bien évidemment, si votre satellite il passe devant, il va vous flinguer vos 40 minutes de pause. Donc les logiciels de prédiction des passages de satellites, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à imaginer. Il y a aussi une deuxième chose à imaginer, c'est que quand vous avez un appareil photo numérique, vous avez un rideau mécanique, généralement, mais même si avec le A7S, on peut travailler en shutter numérique, mais si vous avez une caméra du ciel profond astronomique, vous n'avez pas de shutter mécanique devant. Et je pense qu'en plus de la roue à filtre, on va voir apparaître des shutters mécaniques qui pourront être commandés soit par donc un logiciel de prédiction de passage de satellite, soit par une caméra de champ plus large qui identifiera l'arrivée d'un satellite et qui commandera du coup la fermeture du shutter le temps du passage du satellite de façon à pouvoir continuer à reprendre la pause. Je pense que les professionnels sur les télescopes comme voilà, tous les télescopes professionnels à Hawaï, au Chili, etc. seront obligés d'utiliser ce genre de choses là, mais je pense que ça arrivera pour les amateurs. Parce que pour autant, on peut prendre le même shutter que celui de l'A7S. Hein. Comme j'ai eu à faire remplacer celui du A7R2, voilà, c'était 250 € le remplacement, donc un grand shutter quand même, ça peut être quelque chose qui peut fonctionner. Voilà, donc j'espère avoir pu couvrir un petit peu l'étendue des différentes conséquences de ces satellites Starlink sur l'astronomie amateur. Donc oui, c'est très inquiétant. Avoir 300 satellites au-dessus de notre tête et d'en avoir à peu près 150 potentiellement illuminés en début de nuit, ça va être quand même assez important. Et même quand ils ne sont pas illuminés, ils pourraient tout à fait se voir un tout petit peu sur un capteur d'appareil photo, tellement ils sont sensibles. Mais il y a effectivement des solutions pour s'en dépatouiller. Donc effectivement, c'est ennuyant, mais en même temps, moi je serais très content de pouvoir avoir une bonne bande passante d'internet par satellite, par exemple, pour pouvoir vous faire des lives quand je suis à différents endroits, par exemple, pourquoi pas quand je suis à Saint-Véran. Quoi, comment ça ça fait rien? Mais bien sûr, je le savais. je savais. Tout à fait. J'en discutais pas plus tard qu'avec Monsieur Caillou. Ça allait peut-être pas gêner tant que ça en fait. Mais ouais, bien sûr. Non, je déconne, c'était un jeu d'acteur. Ah là là. Ah. Bon, je vais aller du coup leur donner à manger aux roches. Et elles mangent de la laine. Donc, voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. Personnellement, voilà, je ne blâmerai pas Elon Musk de ce projet de Starlink parce que c'est dans l'air du temps d'augmenter les communications Internet. Je suis le premier bénéficiaire finalement de YouTube par exemple. Personnellement, je suis extrêmement admiratif et fan du bonhomme parce que l'invention de fusées récupérables sur une barge en plein milieu de l'océan, située à plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres du pas de tir, et de pouvoir arriver à se poser dessus, à récupérer la fusée et la relancer quelques jours après, c'est quand même un exploit extraordinaire qui nous permet de diminuer les coûts d'accès à l'espace, de pouvoir espérer aussi, et j'espère qu'il offrira gratuitement des lancements pour envoyer par exemple des futurs télescopes spatiaux et envoyer des sondes interplanétaires pour pouvoir continuer à observer le système solaire.
j'ai envie de dire ce serait la moindre des choses, et pourquoi pas aussi qu'ils nous offrent gratuitement des logiciels pour l'astronomie amateur qui nous permettent de travailler malgré la présence de ces satellites. Voilà, je vous remercie de votre attention, vous avez maintenant tous les éléments. Je remercie aussi les copains, donc Laurent, Julien, Pascal et Ludo pour votre participation. Voilà, finalement c'est pas la mort. Et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Je vous laisse avec à nouveau la séquence de décollage, mais cette fois sans la fusée, avec juste la réaction des casques, parce que c'était quand même assez hilarant à voir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir. Je suis très content. Et du coup, je m'en parle. Quelle est l'utilité de faire des bouquins là? Hein? Wow. C'est pas la bonne chaîne? Oui, je sais, Elon Musk va envoyer ses Starlink. Quoi? Il va vraiment le faire? Sans déconner. C'est sa fusée là? Non. Mais je sais pas, non. arrêtez-le, faites quelque chose. Oh, lancez un truc, lance un truc, je sais pas. Ah non, Bordel. Ah non. De toute façon, elle va péter. Là, Non. quand elle va prendre tout dans la gueule, je suis sûr qu'elle va péter. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce gars fait pas d'astronomie, c'est une merde. Oui, il fait du pognon, voilà, c'est tout. C'est tout. Non. Mon cher ami. Des belles fusées, oui. Belle technologie aussi, mais putain, mais... Ça sert à rien. Des traînées, hein. Pas besoin de traîner. C'est terminé. Je me mets à la couture. Je me mets à la couture.